Il y a un schéma, un cheminement méthodique qui nous conduit en toute logique ici. Et Eh bien, j'aimerais avoir l'autorisation de mener une enquête minutieuse, monsieur. menez, enquêtez minutieusement. Que la population sache que nous sommes des hommes d'action. Merci, monsieur. Je vous en Merci. prie. Pâté, n'allez pas trop vite non plus pour résoudre cette enquête. Mais monsieur, plus vite on saura, mieux ce sera. Nous sommes au bord de la catastrophe. Là où vous voyez une catastrophe, moi, je vois une opportunité. Figurez-vous, mon cher ami, que c'est quand le peuple a peur qu'il a besoin de protection, qu'il a besoin d'un homme sur qui il peut compter, d'un homme en qui il a confiance, d'un sauveur, d'un héros. En d'autres termes, il a besoin de moi. Nous avons anticipé, nous nous sommes préparés. J'ai vu là des équipes formidables. Comme si l'Europe était devenue la nouvelle Chine. À ceci près qu'entre les 26, les règles ne sont pas les mêmes de part et d'autre des frontières. Entre la France et l'Italie notamment, deux ambiances. Côté tricolore, les gendarmes et les douaniers présents n'effectuent quasiment aucun contrôle. Toutes les voitures passent, qu'elles aient des plaques françaises ou italiennes. Peu importe les mesures de quarantaine prises par nos voisins. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Tous les aéroports internationaux sur le sol français ont des affiches qui donnent la conduite à tenir pour les voyageurs. Sylvain vit à Shanghai. Il revient en France pour quelques jours et s'étonne que les contrôles à la sortie de l'avion ne soient pas systématiques. Les militaires de la base de Creil qui vous ont accompagné, est-ce qu'ils sont restés avec vous en confinement? Non, pas à ma connaissance. Pourquoi nous, on aurait dû appliquer des consignes et que des personnes qui sont allées en Chine pour ce rapatriement n'aient pas été également mis en quarantaine? Enfin, ça me paraît anormal. On pense au fait qu'à la mi-février encore, la France envoyait à la Chine 17 tonnes d'équipements médicaux, des masques notamment, alors même que l'épidémie s'apprêtait à déferler sur notre territoire et que la pénurie guettait nos propres services médicaux. Je vais citer le professeur Gilles Pialou, qui est chef de service de l'unité des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon. Voilà ce qu'il dit. Il y a eu une incompétence sur les masques. Je ne sais pas à quel niveau. On a eu une alerte épidémique sur un virus respiratoire fin décembre. Le 17 mars, on n'est toujours pas capable d'équiper la France en masques. Alors, on nous explique, oui, les masques, ça sert à rien, c'est le message officiel. Et en même temps, on nous dit, il en faut pour les soignants. Donc, soit ça sert à rien, il en faut pour personne, soit ça sert et il faut effectivement privilégier les soignants. Aujourd'hui, il n'y a aucune indication à acheter des masques pour la population française. Et d'ailleurs, nous avons des dizaines de millions de masques en stock. En cas d'épidémie, ce sont des choses qui sont d'ores et déjà programmées. Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Ça, c'est la première chose. Et donc, il doit y avoir une prescription médicale qui fait que vous pouvez avoir des masques le cas échéant. Mais la transmission n'est pas aérienne pour le coronavirus. Franchement, quand je vois le nombre de cas qui sont annoncés à la télé, c'est du foutage de gueule. Je peux vous jurer que si là, aujourd'hui, on teste mes patients, on teste le personnel qui travaille, je suis presque persuadée que plus de la moitié seront positifs. Bah oui. Bien sûr. Je travaille avec des masques FFP2, je suis de nuit. Pendant 10 heures, je travaille en médecine avec des gens qui me crachent, qui me toussent dessus. Mes masques sont périmés. Périmés. Vous m'entendez? Périmés. Si on ne se touchait pas, si on se lavait les mains à chaque possibilité d'être contaminé. Et si on savait porter un masque, ça pourrait être une stratégie. Mais c'est très compliqué, je l'ai déjà dit. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, en fait, on a du virus. On a un temps de retard depuis le début. On a en gros, 15 jours de retard. Et ces 15 jours, on les rattrapera pas. Actuellement, on est totalement démunis, il faut quand même le dire. Il faut qu'il y en ait un qui se lève et qui le dise. On n'a pas de masque, on n'a pas de moyens de protection. On n'a rien, on veut même pas tester les soignants libéraux. Quand un soignant libéral qui a les symptômes de la maladie demande d'être testé, l'ARS le refuse. Mais à quoi ils jouent ces gens? Ils nous donnent pas de masque, ils veulent même pas qu'on soit testé. Ils veulent quoi? Ils veulent qu'un médecin contamine ses patients, c'est ça qu'ils veulent vraiment? Est-ce qu'ils imaginent que le rôle d'un médecin c'est de contaminer des patients? Et on nous fait jouer, on joue avec nos vies là, on joue avec les vies des soignants. En SSR, en soins de suite réadaptation, qui sont les établissements où il y a les patients les plus à risque, âgés, polypathologiques. Il y a pratiquement tous les SSR de France n'ont plus les moyens de se protéger.
Les soignants ne peuvent pas se protéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais un soignant est touché, si jamais un patient a la maladie, automatiquement, un soignant va l'attraper. Et ça va se transmettre de chambre en chambre. Ça va être véritablement une hécatombe de personnes âgées. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Où sont les masques? Il y a un mois, je dénonçais ça aux grandes gueules. Un mois plus tard, 30 jours plus tard, on a le même problème. So I want to talk a little bit about FDR because there's a great FDR story. When he would be visited by some progressive organization or a union, and they would be proposing some new progressive policy that they wanted to be part of the New Deal. And he would hear them out and he would listen to them, and then at the end he would say, now go out there and make me do it. And they did. In 1937, which was a pivotal year for the New Deal, do you know how many strikes there were in this country? 4,740 strikes. Do you know how many strikes there were in 2007? 21. It teaches us that if we want responses to this economic crisis that leave us with a world that is healthier, that is more just, that is more peaceful, we are going to have to go out there and make them do it. Thank you.